Ouverture du procès d'un meurtrier et violeur récidiviste aux assises d'Evry. Selon Nicolas Dupont-Aignan, le Premier ministre grec a eu un réflexe de dignité et coup de projecteur à Champmoteux sur une récolte exceptionnelle de betteraves. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est évidemment par les assises d'Evry que nous allons commencer. En fait, si l'on juge un homme, c'est le procès de la récidive qui vient de débuter. Certains de nos confrères l'ont déjà appelé ainsi. Manuel Ribeiro Alves da Cruz comparaît pour l'assassinat de Marie-Christine Ledo, cette assistante maternelle de Milly Laforêt qui avait été enlevée, séquestrée, violée lors de son jogging quotidien. Avant d'être tué, c'était le 28 septembre 2009. L'assassin présumé est donc un récidiviste. Il avait déjà été condamné à 11 ans de prison en 2002 pour avoir enlevé, séquestré et violé une mineure de 13 ans. Un fait divers qui avait d'ailleurs donné lieu à une passe d'armes entre magistrats et politiques et une nouvelle loi pour tenter de traiter justement la récidive. Rappel des faits, ambiance d'audience pour ce premier jour de procès en compagnie de Christophe Garnier et de Julien Gineste. Les frères de Marie-Christine Ledo, la victime qui avait été enlevée, séquestrée, violée puis tuée en 2009 près de Milly Laforêt, sont restés très dignes ce matin lors de l'audition du présumé assassin Manuel Ribeiro Alves da Cruz. L'accusé ayant déjà été condamné en 2002 à 11 ans de prison pour enlèvement, séquestration et viol sur une mineure de 13 ans, les parties civiles reprochent au système judiciaire son manque de suivi. Aucun suivi, d'autant plus qu'encore une fois que le rapport médico-psychologique établit aujourd'hui qu'il est dans un état de dangerosité extrême. Question du manque de suivi qui avait été politisé par le chef de l'État lors des faits en 2009 et qui avait donné lieu à une 4e loi sur la gestion de la récidive, une loi qui ouvrait la possibilité d'une castration chimique. Aujourd'hui, les avocats font tout pour ramener le procès sur le terrain judiciaire, même s'ils reconnaissent des carences. Comme je vous l'ai dit, la qualité en France sur les suivis en prison, ça n'existe pas. Demain viendra témoigner Morgane Vallée, la première jeune fille que Manuel da Cruz avait enlevée et violée. Le verdict est attendu pour mardi prochain. La crise grecque à présent dans le monde politique et économique alimente toutes les conversations. L'annonce par le Premier ministre de ce pays d'un référendum sur l'adoption du plan de sauvetage peut déclencher évidemment de dramatiques répercussions. Alors si d'un côté il y a de la surprise, il y a une importante inquiétude, de l'autre il y a quand même ceux qui estiment que le scénario en cours n'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan, le député maire de Hyères et président de Debout la République, grand pourfendeur de l'euro et qui intervenait il y a quelques heures sur BFM. Quand on respecte le peuple, quand on fait appel au peuple, c'est positif. C'est un sursaut de dignité dans un monde de dirigeants qui méprisent le peuple, qui sont consternés quand on consulte le peuple, qui ont violé la parole du peuple en France et en Hollande après le référendum de 2005. Mais comment imaginer faire fonctionner l'Europe sans respecter ceux qui composent l'Europe ? Oui, Béni. Une amélioration dans les transports, cela concerne les bus. Amélioration attendue après le plateau de Saclay qui concerne cette fois les villes de la vallée. Ce sont en fait 2 lignes qui sont particulièrement concernées et qui entreront en service demain, même si 2 autres doivent être entièrement restructurées. La plus attendue, c'est celle qui relie Igny à Palaiseau et Orsay. Ligne qui va donc relier les gares, les établissements scolaires et les centres-villes en général. Et puis la deuxième création concerne la liaison entre la gare de RERC à Igny et le secteur où sont installées les entreprises, c'est-à-dire la zone de Rasel à Igny. Une situation qui risque de se terminer en drame. Elle s'appelle Nadia Mefta, c'est une jeune femme, elle est locataire d'un magasin de vêtements à Palaiseau. Elle a cessé de payer son loyer après le décès de ses parents. Elle a été expulsée et contrainte de payer les loyers manquants, mais l'affaire est considérablement complexe. Nadia a commencé une grève de la faim il y a maintenant 2 semaines. Audrey Coll l'a rencontrée. Affaiblie et au bout du rouleau, Nadia Mefta, mère de famille, fait une grève de la faim depuis 3 semaines comme un dernier recours. Après la mort successive de ses parents, la locataire a cessé de payer son loyer. Expulsée et condamnée à rembourser la totalité des 11 000 € qu'elle doit, elle souhaite aujourd'hui geler la situation. Parce que les travaux effectués dans le magasin sont estimés, selon Nadia, à 39 000 € et que le propriétaire possède une caution de 6 000 €. Je veux juste que M. Héron fasse l'impasse sur ses 5 mois de loyer, qu'on gèle la situation, que je lui remette les clés de la boutique suite à un accord aussi simple que ça.
Le propriétaire, Dominique Héron, domicilié à Montlhéry, souhaite récupérer la boutique, les loyers impayés et refuse toute compensation quant aux travaux effectués. Des travaux qui, selon lui, ont été mal réalisés. Contacté par téléphone, il a refusé de s'exprimer. À la mairie de Palaiseau, Nadia Mefta a été reçue plusieurs fois. Un médiateur a tenté d'obtenir un compromis avec le propriétaire sans résultat. Il tente de remettre les choses à plat, et notamment un bail non réglementaire. Mais la lenteur des procédures n'arrange pas l'état de Nadia Mefta. J'ai quasiment perdu 5 kilos, donc j'étais suivie médicalement, il y a des prises de sang, tout est en bas, surtout le fer. Je suis extrêmement fatiguée et si je continue comme ça, je crains un état quand même critique très bientôt. Voici le magasin avant les travaux. La seule solution maintenant pour Nadia serait de saisir le juge de fond. Impossible, dit-elle, trop long, trop risqué et trop coûteux. Tout le monde se souvient des intempéries de l'hiver dernier qui avaient obligé dans les aéroports de Roissy et d'Orly des milliers de voyageurs à demeurer sur place, faute de pouvoir prendre des avions dont les vols s'annulaient à la queue leu-leu et faute de pouvoir rentrer chez eux, les routes étant impraticables. On avait assisté à des centaines de personnes obligées de dormir à même le sol et sans grand-chose à se mettre sous la dent. Et bien cette fois, Aéroport de Paris a pris ses précautions et sur Roissy-Orly, au cas où, ce sont 300 lits qui pourront être déployés et des lits de camp, bien sûr. On a même prévu des sortes de kits avec chaussettes, brosses à dents, couvertures et même des boules-caisses. Les obsèques, c'est un véritable marché pour les pompes funèbres et les professionnels savent bien qu'il y a ceux qui prennent leurs précautions et d'autres qui considèrent, tant qu'ils sont vivants, qu'il s'agit d'un sujet tabou. Alors une équipe est allée demander à quelques Essonniens s'ils étaient tout simplement gênés s'il s'agissait de prendre des dispositions. Pas pour l'instant. Hein, j'ai pas l'âge pour ça. Oui, on a prévu, on a la tombe avec mes beaux-parents et on a prévu de se faire incinérer et puis on a des petites économies qui pourront faire pour nos enfants. C'est un petit peu tabou et je sais pas, enfin bon, ça dépend à quel âge on les prépare. C'est normal de prendre des dispositions à mon avis. J'ai des expériences déjà vues et je trouve que c'est important de prévoir. C'est important, il faut préparer, il ne faut pas laisser ses enfants s'occuper de tout ça, quoi. Je les préparerai dans ce sens où j'expliquerai à mes proches, à ma famille, que ce que je veux, ce que je souhaite. Ça dépend des gens, non? S'il y a des gens qui aiment bien prévoir, je suis encore en vie, alors j'y penserai quand je serai mort. Pour terminer, un petit tour chez un agriculteur, 21% de sucre dans ses betteraves au lieu de 16% les années précédentes. La récolte s'annonce vraiment bonne en Essonne. À Champboteux, il s'appelle Nicolas, il cultive depuis 7 ans maintenant ce légume. Sur près de 200 hectares, il estime obtenir 95 tonnes au lieu des 80 habituels. Et dans les prochains jours, ces plantes vont être transportées à la sucrerie de Toury en Eure et Loire pour être transformées évidemment en sucre, en éthanol et en alcool. Vu la sécheresse qu'on a eue au printemps, on ne s'attendait pas à une récolte si belle. Mais bon, les pluies du mois de juillet et du mois d'août, ça a peut-être dérangé les vacanciers, mais par contre les betteraves, elles, ont été heureuses. Sur une exploitation, ça ne représente pas non plus une majorité de la surface. Donc ça va être un plus, mais on ne peut pas dire que ça va gommer tout le souci de la sécheresse qu'on a eu sur les céréales. Voilà, images et témoignages signés Claire Colombel. C'est tout pour l'actu. Merci de nous avoir suivis.